Imaginez un champ de bataille. Un chevalier en armure étincelante, lance en main, fait face à son adversaire. Sauf que ce n'est pas un autre chevalier, c'est un escargot. Oui, un escargot. Armé, lent, implacable. Ou encore des lapins vengeurs, armés jusqu'aux dents, torturant un pauvre moine ou exécutant un soldat tremblant. Scène absurde, certainement. Et pourtant ces images existent bel et bien, dessinées dans les marges de manuscrits médiévaux, souvent religieux, parfois solennels, mais rarement ennuyeux. Bienvenue dans le monde des marginalia, ces dessins farfelus, inattendus, souvent provocateurs qui peuplent les bibles, les psautiers et les livres d'heures du Moyen-Âge. Des lapins qui trucident des hommes, des escargots qui font fuir les chevaliers. Mais pourquoi ? Qui les a dessinés ? Et surtout, qu'est-ce que cela nous dit sur la société médiévale, son humour, ses peurs et ses contradictions ? À la conquête de l'histoire. Lorsque l'on pense aux manuscrits médiévaux, on imagine souvent de grandes bibles enluminées, des textes religieux sévères, calligraphiés avec soin par des moines sérieux dans le silence d'un scriptorium. On pense à la solennité du message divin, à la noblesse du parchemin, au raffinement des dorures. Mais ce serait oublier les marges. Et dans ces marges, un tout autre monde. Les marginalia, ce sont ces illustrations secondaires, souvent déconnectées du texte principal, qui ornent les bords des manuscrits. On les appelle aussi parfois drôleries ou grotesques. Leur apparition s'intensifie à partir du XIIIe siècle, notamment dans les manuscrits produits en Angleterre et dans le nord de la France, et elles se répandent ensuite dans toute l'Europe chrétienne. Leur style est parfois comique, parfois absurde, parfois carrément choquant. Et elle regorge d'animaux étranges, d'hybrides fantastiques, de scènes obscènes, de batailles invraisemblables. Avec, comme nous allons le voir plus tard, une place toute particulière pour les escargots et les lapins. Mais avant de plonger dans le monde animal, il faut comprendre pourquoi ces images existent. À quoi servaient ces marginalia ? Est-ce une forme d'humour, une critique sociale, une simple fantaisie d'enlumineur ? Ou bien quelque chose de plus profond ? D'abord, comprenons le manuscrit lui-même. Au Moyen-Âge, un manuscrit n'est pas seulement un support de texte, c'est un objet de prestige, un symbole de savoir, de foi ou de pouvoir. Il est fabriqué à la main, souvent en parchemin, et chaque page est précieuse. Le texte y est copié lettre par lettre dans des colonnes bien ordonnées. Mais les marges, ce sont des espaces vides, disponibles, qui laissent place à la créativité et à l'imagination. C'est dans ces espaces que les artistes médiévaux ont laissé libre cours à leurs idées les plus inattendues. Et ce n'est pas un accident. Les marges ne sont pas de simples décorations. Elles ont un rôle. Elles jouent avec le texte, parfois en le commentant, parfois en le contredisant, souvent en le détournant. On pourrait dire que les marginalia sont une sorte de contrepoint visuel, un commentaire visuel, voire une soupape d'humour ou de subversion. Un concept médiéval important pour comprendre cela, c'est celui du monde à l'envers, le mundus inversus. Une idée très répandue à l'époque. Pour mieux comprendre l'ordre du monde, il faut parfois en montrer l'inversion. C'est ce qu'on voit dans les fêtes des fous, dans certaines pièces de théâtre médiévales, dans les fabliaux, et aussi dans les marginalia. On y voit les femmes dominer les hommes, les animaux dominer les humains, les fous donner des leçons aux sages. C'est un miroir déformant, certes, mais un miroir tout de même. Dans cette logique du monde renversé, les marges deviennent le lieu d'une liberté presque totale. On peut s'y moquer du clergé, des chevaliers, des puissants. On peut y dessiner des singes copistes, des ours lutteurs, des moines paillards, des nonnes à barbe, ou comme nous allons le voir, des escargots terrifiants et des lapins en croisade. Ces images font rire, mais elles interpellent aussi. Car si le manuscrit porte le message officiel, sacré, contrôlé, la marge, elle, murmure autre chose, un second niveau de lecture,
une critique, un délire ou une sagesse populaire qu'on ne peut pas toujours écrire dans la colonne centrale. Il faut aussi dire un mot des artistes. Qui dessine ces images ? Contrairement à ce qu'on pense parfois, la production n'était pas l'apanage des seuls clercs monastiques. Si les monastères ont longtemps dominé la production, à partir du XIIIe siècle, les ateliers de production de manuscrits deviennent majoritairement laïques, surtout dans les villes universitaires ou dans les grandes cités commerçantes. On y trouve des scribes professionnels, des correcteurs et surtout des enlumineurs. Certains sont célèbres, d'autres anonymes, mais tous partagent un goût évident pour l'invention visuelle. Il est tout à fait possible que certaines de ces images soient des blagues d'atelier, des plaisanteries entre copistes, ou même des commandes de clients riches souhaitant personnaliser leurs livres. Il arrive que ces dessins ne soient pas liés aux textes religieux qu'ils accompagnent. On trouve des scènes burlesques à côté de psaumes, des animaux obscènes dans les marges d'un traité théologique. Cela peut choquer notre regard moderne, mais les contemporains n'étaient pas forcément offensés. Au contraire, ils comprenaient ces images comme un jeu culturel, un espace parallèle de pensée. Enfin, il faut noter que les marginalia ne sont pas uniquement grotesques ou drôles. Elles participent aussi à un système de symboles, souvent empruntés au bestiaire, aux traditions populaires ou aux récits de la Bible. Un animal n'est jamais juste un animal. Il peut incarner une vertu, un vice, un rôle social. Et cela nous amène à notre sujet central, les animaux en armes. Pourquoi voit-on des créatures douces ou lentes, comme le lapin ou l'escargot, devenir des figures de puissance dans les marges ? Est-ce seulement comique ? Ou est-ce à sa manière une façon pour les médiévaux de parler d'eux-mêmes, de leurs peurs et de leurs contradictions ? Si je vous dis lapin, à quoi pensez-vous ? À un animal doux, timide, un peu peureux peut-être, un rongeur sautillant dans les prés, fuyant le danger au moindre bruit. Pas vraiment l'image d'un guerrier, n'est-ce pas ? Et pourtant, dans les marges des manuscrits médiévaux, le lapin devient tout autre chose. Il se dresse sur ses pattes arrière, s'arme d'une lance ou d'une hache et part en guerre. Mieux encore, il gagne. Il capture des chevaliers, les juge, les exécute. Il devient un prédateur redoutable, une incarnation du monde à l'envers. Mais pourquoi cette inversion aussi flagrante ? Pourquoi ce choix du lapin comme figure martiale dans l'iconographie marginale ? Pour comprendre, il faut revenir à la symbolique du lapin au Moyen-Âge. En apparence, l'animal représente la douceur, la fertilité, voire la lâcheté. Il est souvent aussi associé à la lubricité, en raison des mœurs qu'on lui attribuait. Dans certains bestiaires médiévaux, il est vu comme un animal passif, se mettant à la merci du prédateur ou se cachant dans les trous pour éviter la lutte. On pourrait donc penser que les lapins guerriers sont une simple blague visuelle, un contraste comique entre l'animal réputé peureux et la fonction martiale qu'on lui donne. Mais l'histoire est plus subtile. Dans plusieurs manuscrits, notamment le bréviaire de Renaud de Bar, écrit entre 1302 et 1305, qui est conservé à la bibliothèque municipale de Verdun, on trouve une scène saisissante. Un lapin en armure attaque un chevalier en fuite. La scène est burlesque, bien sûr, mais aussi étrangement évocatrice. Qui est le vrai lâche ici ? Le lapin ou le chevalier qui détale ? Dans la marge d'un autre manuscrit, les Décrétales de Smithfield, qui date du début du XVe siècle et est aujourd'hui conservé à la British Library, une série de miniatures montre un groupe de lapins armés capturant un homme, le menant à l'exécution, et même dans une image finale, le décapitant. Une justice parodique, implacable, renversée. Ce motif du monde à l'envers est fondamental pour interpréter les images. Le Moyen-Âge, comme je l'ai déjà dit, aime jouer avec l'ordre établi. Il ne s'agit pas toujours de le critiquer frontalement, mais plutôt de l'interroger, de le mettre en tension. Le lapin qui exécute le chevalier, c'est l'image d'une société où les hiérarchies sont bouleversées. C'est la proie qui devient le bourreau, le faible qui domine le fort. Une sorte de carnaval graphique où la norme est suspendue le temps d'une image. Mais au-delà de la simple farce visuelle, plusieurs chercheurs y voient des critiques sociales. Le lapin armé pourrait représenter la montée des humbles ou des petites gens face à une noblesse perçue comme arrogante ou défaillante.
Certains historiens de l'art, comme Michael Camille, ont évoqué l'idée que ces images soient une forme d'humour antinoble, commandé parfois par des clercs ou des bourgeois lettrés qui se moquaient volontiers de l'élite chevaleresque. Une autre hypothèse est celle de la projection psychologique. Dans une époque traversée par des tensions politiques, des guerres et une forte instabilité sociale, les marges deviennent un lieu d'exutoire. On y fantasme des renversements de pouvoir, des justices imaginaires où les rôles sont inversés. Le lapin qui devient bourreau, c'est peut-être aussi la revanche du dominé sur l'ordre établi. Sans remettre en cause frontalement ce dernier, mais en le jouant à l'envers, dans l'espace permissif de l'image. Il ne faut pas non plus oublier l'aspect ludique. Les manuscrits enluminés, en particulier les livres d'heures destinés à des laïcs fortunés, comportaient parfois des éléments de pure fantaisie. Des scènes drôles, absurdes, destinées à surprendre, à divertir. Le chevalier terrassé par un lapin, c'est un gag visuel, une façon de briser la monotonie du texte sacré. Il y a là un plaisir de l'inversion, une jubilation du détail incongru qui touche aussi bien le commanditaire que l'artiste. Enfin, on peut y lire une dimension morale propre à la culture chrétienne médiévale. Le chevalier vaincu par un lapin n'est pas seulement un renversement grotesque, c'est peut-être une leçon d'humilité. Le fort, l'orgueilleux, peut être renversé par le plus petit. Dans cette optique, le lapin devient une allégorie, celle du triomphe de la modestie ou du ridicule de la prétention. En résumé, le lapin guerrier des marges médiévales est un personnage multiple. Il fait rire, bien sûr, mais il interroge aussi. Il bouscule les certitudes, moque les puissants, renverse les rôles. Il est à la fois une satire sociale, une blague visuelle, et un miroir d'un monde qui, dans les marges, s'autorise à penser autrement. Après les lapins armés, voici un autre adversaire improbable de la chevalerie médiévale. L'escargot. Lent, gluant, silencieux. L'escargot ne semble pas taillé pour la guerre. Et pourtant, dans les marges des manuscrits du XIIIe au XIVe siècle, il revient encore et encore, toujours dans la même scène ou presque. Un chevalier en armure, parfois sur son destrier, fait face à un escargot gigantesque, souvent dressé sur sa coquille. Et le plus étrange, c'est que le chevalier semble terrifié. Il fuit, il hésite, il se protège, face à un escargot. Alors pourquoi l'escargot ? Pourquoi cette créature apparemment si anodine est-elle devenue l'ennemi juré des héros en armure dans les marges de centaines de manuscrits ? Et surtout, que peut bien représenter cet escargot combattant ? L'image du chevalier affrontant un escargot revient si souvent qu'elle a fini par fasciner historiens de l'art, médiévistes et amateurs de curiosités médiévales. On en trouve des dizaines d'exemples. Dans le psautier de la Reine Marie, dans le psautier de Gorleston, dans le livre d'heures de la Vierge Marie, ou encore dans les heures de Beaupré. Chaque fois, le scénario est identique. Un chevalier tout équipé, parfois à cheval, lève son épée contre un escargot monté sur un promontoire, et semble hésiter. Peur, confusion, dérision. Le psautier de la Reine Marie, conservé à la British Library et réalisé au début du XIVe siècle, est l'un des premiers manuscrits connus à représenter un combat entre un chevalier et un escargot. L'image est frappante. Le chevalier, agenouillé, son épée à la main, fait face à un escargot dressé, la coquille démesurée. L'une des premières études sérieuses sur le sujet est celle de Lillian Randall, intitulée « The Snail in Gothic Marginal Warfare », datant de 1962. Elle y recense des dizaines d'occurrences de ce duel improbable, toutes dans des marges, toutes dans des livres religieux, toutes visiblement comiques, mais porteuses selon elle d'un symbolisme fort. Alors que représente cet escargot ? Plusieurs hypothèses ont été avancées. Commençons par une lecture simple. L'escargot est un anti-héros parfait. L'archétype du contraire du chevalier. Lent contre rapide, mou contre solide, silencieux contre fanfaron, minuscule contre imposant. Et surtout, il se cache dans sa coquille, une parodie évidente de l'armure chevaleresque. Plusieurs chercheurs, dont Lillian Randall donc, ont vu dans l'escargot une caricature de la chevalerie. La coquille devient une armure grotesque, un abri dérisoire, et le duel, une absurdité qui tourne à la farce.
Sa lenteur, son silence, son aspect ridicule forment un contrepoint grotesque à l'image noble et virile du chevalier. En le représentant comme un adversaire redoutable, les enlumineurs se moqueraient des prétentions chevaleresques, des poses martiales trop pompeuses. Le chevalier, supposé incarner le courage et la grandeur, se retrouve ici ridiculisé, effrayé, par une simple limace en armure. Mais ce n'est pas qu'une blague visuelle. Dans certains manuscrits, le combat avec l'escargot prend une tournure presque solennelle. L'animal est représenté surélevé comme sur un socle ou une colline, dominant le chevalier d'un point de vue stratégique. Émilie Chartrand, dans une étude de 2023, montre que dans plusieurs cas, le terrain est dessiné pour suggérer une supériorité tactique du mollusque. Ce n'est plus seulement une caricature, c'est un véritable duel symbolique. Une autre hypothèse, plus sociale, voit dans l'escargot une satire des lâches. À la fin du Moyen-Âge, le mot escargot est parfois utilisé comme insulte. Il désigne les couards, ceux qui se replient dans leur coquille, qui fuient les responsabilités. Le chevalier, en affrontant un escargot, affronte une version moquée de lui-même. Il est confronté à sa propre lâcheté, à sa propre faiblesse. C'est un duel contre le ridicule. Voir l'escargot provoquer un chevalier, c'est exposer le ridicule du duel ou pointer la couardise réelle de certains guerriers. En ce sens, l'escargot incarne le chevalier indigne, celui qui arbore l'armure mais en trahit les valeurs. Un noble en apparence, mais vide de courage. Autre interprétation plus sociétale mentionnée par la British Library, le symbole sociétal. Dans certaines régions d'Italie, de France et d'Angleterre, les escargots étaient associés dans l'imagerie populaire aux Lombards, des prêteurs d'argent chrétiens souvent accusés d'usure. Des représentations montrent même des escargots portant des bourses. Il se pourrait donc que l'escargot représente ici une satire, non plus un simple lâche, mais un adversaire honni, méprisé, que l'on exorcise dans la marge. En les caricaturant sous forme d'escargots, les artistes dénonceraient la richesse perçue comme injuste ou les classes dominantes étrangères. Le chevalier affronterait alors non pas un animal, mais une figure sociale. Et puis il y a enfin la lecture religieuse, plus subtile. L'escargot, avec sa coquille, son retrait cyclique et sa lente émergence, peut aussi être vu comme un symbole de la résurrection, de la transformation. En effet, le mollusque semble mourir en hiver et renaître au printemps, sortant lentement de sa coquille. Ce cycle de vie l'apparente aux idées chrétiennes de mort et de rédemption. L'escargot pourrait alors symboliser la difficulté du chemin spirituel, ou la victoire lente mais certaine de la foi sur les tentations mondaines. Le chevalier qui le combat mène en réalité un combat intérieur. C'est un adversaire inattendu qui oblige le héros à s'interroger. Cela rejoint la logique médiévale du combat spirituel. Et si le vrai ennemi n'était pas le fort et visible, mais le petit, le caché, le discret. Certains manuscrits semblent d'ailleurs jouer sur cette ambiguïté. Par exemple, dans un manuscrit relatant les aventures de la quête du Graal conservé à Yale, l'escargot est représenté à flanc de colline face à un chevalier. Le combat ne semble pas comique, mais presque sérieux, comme si la scène suggérait autre chose, une épreuve, une montée vers l'ennemi intérieur. D'autres voient également l'escargot comme une allégorie sexuelle. Sa forme spiralée, sa lenteur, sa rétractabilité ont inspiré quelques lectures suggestives. Dans des manuscrits où la satire de la luxure est omniprésente, l'escargot pourrait symboliser la tentation, la féminité perverse ou la honte liée au désir. Ce serait alors une guerre contre soi, contre la chair. Et bien sûr, il faut mentionner la possibilité la plus simple, l'humour pur. Il ne faut jamais sous-estimer le goût médiéval pour l'absurde. Un chevalier affrontant un escargot, c'est drôle. Point. C'est un gag visuel, un clin d'œil des enlumineurs, peut-être même une commande du commanditaire pour faire sourire un lecteur blasé. À une époque où la lecture était souvent méditative et intense, la marge offrait un espace pour respirer, rire, se surprendre. Enfin, il faut noter que le motif a dépassé le cadre des manuscrits. En 2021,
un objet métallique du XIVe siècle surnommé le Snailman, a été découvert dans le Yorkshire, en Angleterre. Une petite figurine de métal représentant un chevalier humain qui émerge d'une coquille d'escargot, le tout juché sur le dos d'une chèvre. Les chercheurs du British Museum y voient une preuve que cette image était largement diffusée, y compris en dehors du contexte livresque. L'escargot combattant est donc devenu un mème médiéval, au sens plein du terme, un motif récurrent, détourné, décliné à l'envi. Alors que retenir de ce duel comique ? L'escargot combattant, comme le lapin chevalier, incarne ce goût médiéval pour l'inversion, le jeu, le contre-pied. Il ridiculise l'orgueil, moque les puissants, interroge les normes. C'est peut-être le combat le plus lent de l'histoire, mais aussi l'un des plus éloquents. Si les lapins prennent les armes et les escargots terrorisent les chevaliers, il est un autre animal qui règne en maître dans les marges, le singe. On le croise parfois sous les traits d'un singe copiste ou de singe chirurgien, mais pour comprendre son véritable rôle, il faut aller bien au-delà de la simple blague visuelle. Au Moyen-Âge, le singe est une créature profondément ambivalente. Dans l'iconographie religieuse et les bestiaires, il est souvent perçu comme une mauvaise imitation de l'être humain, une copie déformée et corrompue. Il incarne l'humanité dégénérée après la chute originelle, soumise à ses vices, à sa bêtise et à ses péchés. Le terme malin lui-même, avant de désigner l'intelligence ou la ruse, renvoyait d'ailleurs directement au diable. Alors, que fait ce petit diable dans nos marges ? Il imite. C'est précisément de là que vient le verbe singer. Les enlumineurs s'en donnent à cœur joie pour parodier toutes les strates de la société. C'est une satire féroce. Vous y trouverez des singes déguisés en évêques prêchant devant un troupeau d'oies, des macaques jouant à dos de chèvre ou des singes singeant les savants médecins en examinant solennellement des fioles d'urine. En remplaçant un clerc pompeux ou un noble par un macaque, l'artiste dénonce la stupidité, l'hypocrisie et la vanité des puissants. L'image du singe se regardant dans un miroir est également un grand classique des marges. Elle symbolise la folie et l'aveuglement du pécheur qui contemple sa propre laideur spirituelle sans même s'en rendre compte. Mais l'un des aspects les plus fascinants reste l'héritage linguistique de ces dessins. Savez-vous d'où vient notre mot babouin ? À l'origine, en ancien français, une baboue désignait tout simplement une grimace. Par glissement, au XIIIe siècle, on a commencé à appeler babouins les sots, les nigauds, puis par extension toutes ces petites figures grotesques et grimaçantes qui peuplaient les marges des manuscrits ou les gargouilles des cathédrales. Et comme le singe était l'une des stars incontestées de ces parodies visuelles, lui-même réputé pour ses propres mimiques ridicules, le terme a fini par lui coller à la peau pour de bon. C'est donc pas l'animal qui a donné son nom au dessin, mais bien la drôlerie marginale qui a baptisé le singe. Il n'est donc pas juste un croquis incongru, il est l'essence même de la marge, un miroir tendu à l'humanité pour lui rappeler de ne jamais se prendre trop au sérieux. À ce stade, une question s'impose. Pourquoi autant d'animaux absurdes dans les manuscrits médiévaux ? Pourquoi des lapins tueurs, des escargots terrifiants, des singes chirurgiens ou des créatures hybrides jouant de la harpe avec leurs fesses ? Quelles fonctions remplissent ces images dans les livres souvent sacrés, des psautiers, des livres d'heures, des textes de prière ? On l'a dit, ce n'est pas un simple délire artistique. Pour les médiévaux, l'image n'est jamais neutre, elle transmet, enseigne, suggère. Les marginalia, et plus largement les scènes grotesques ou inversées, relèvent de ce que l'on appelle la logique carnavalesque, telle que l'a théorisée Mikhaïl Bakhtin. Le carnaval médiéval n'est pas qu'un moment de fête, c'est un espace temporaire de renversement des hiérarchies. Le roi devient mendiant, l'âne porte la chasuble, le fou instruit le sage. Dans ce monde à l'envers, les normes sociales, politiques et religieuses sont suspendues, moquées, parfois critiquées. Les marges des manuscrits reproduisent cette logique visuelle du bas qui renverse le haut, du grotesque qui interroge le sérieux. Les lapins armés, les singes prêcheurs et les escargots chevaliers sont ainsi des figures de subversion douce. Ils parodient la société féodale, l'héroïsme guerrier, les valeurs viriles et aristocratiques,
sans forcément les condamner. Ils offrent une soupape, un moment d'humour dans un univers saturé de dogmes et de devoirs. Loin de banaliser la foi, ils la mettent en tension avec la vie quotidienne, les angoisses humaines, les absurdités du monde. Mais il ne faut pas réduire ces images à de simples plaisanteries. Elles ont aussi une dimension spirituelle. Les bestiaires médiévaux, ces ouvrages illustrés qui décrivent les animaux réels et fantastiques, attribuent aux bêtes des significations morales. Le lion symbolise le Christ, le cerf, la piété, le renard, la ruse, etc. Dans cette logique allégorique, les animaux dans les marges peuvent porter un sens caché connu des clercs, perceptible par les lecteurs formés. L'escargot, on l'a vu, peut incarner la résurrection ou la lâcheté. Le lapin, réputé lubrique, peut devenir symbole d'un monde perverti, inversé, grotesque. Le combat absurde devient alors une leçon inversée. Derrière la plaisanterie, une méditation sur l'orgueil, sur la peur, sur l'illusion des apparences. Enfin, certains chercheurs, comme Michael Camille, insistent sur le fait que les marges sont un espace de liberté plastique pour les enlumineurs. Ceux-ci, souvent anonymes, ont parfois glissé dans les marges des jeux visuels, des blagues, des critiques implicites contre leurs mécènes ou l'Église. Une sorte d'art clandestin entre satire et ornement. En somme, les marginalia ne sont pas des absurdités gratuites. Elles sont le miroir déformant d'un monde structuré, rigide, hiérarchisé. Elles nous rappellent que l'humour, l'ironie et le jeu ont toujours eu leur place, même dans les livres les plus saints. Aujourd'hui, les marginalia amusantes des manuscrits médiévaux fascinent autant qu'elles interrogent. Ce n'est pas seulement parce qu'elles nous font sourire ou qu'elles nourrissent les réseaux sociaux. C'est parce qu'elles nous rappellent une vérité essentielle. Le Moyen-Âge n'était pas une époque uniforme de noirceur et de gravité. Ils étaient aussi pleins d'ambiguïté, de contradictions, d'humour et d'humanité. L'absurde médiéval séduit, parce qu'il semble étrange, irrévérencieux, libre. Des artistes contemporains s'en inspirent. Des tatouages, des affiches, des figurines de chevaliers contre escargots sont vendus en ligne. Le jeu vidéo Inculinati, sorti en 2024, s'appuie largement sur l'esthétique des manuscrits enluminés, y compris dans leurs marges décalées. On redécouvre un Moyen-Âge moins sombre, moins sérieux, plus humain, plus drôle. Ces images décalées, ces lapins assassins ou ces escargots terrifiants nous permettent d'entrer dans un imaginaire médiéval souvent négligé, celui du doute, de l'ironie, du jeu visuel et du non-dit. Elles montrent que, loin d'être un âge figé dans la piété et l'obéissance, le Moyen-Âge savait rire de lui-même. Car les marges, ce sont aussi les frontières, les espaces où l'on peut expérimenter, détourner, interroger l'ordre établi. En ce sens, ces enluminures absurdes sont un héritage précieux, non pas pour leur esthétique seule, mais pour la posture qu'elles incarnent, celle d'un esprit lucide, capable de rire, de détourner, de suggérer. Un esprit qui reconnaît que le vrai pouvoir de l'image, ce n'est pas d'illustrer la vérité, mais de la troubler. Ces créatures farfelues, nichées dans les marges des manuscrits les plus sérieux, sont un pied de nez magnifique à nos idées reçues sur le Moyen-Âge. Comme quoi, même dans un cloître froid entre deux prières, on pouvait avoir de l'humour, faire preuve d'ironie, et avoir une imagination franchement débridée. Parce qu'au fond, ces lapins tueurs et ces escargots belliqueux, ce n'est pas seulement drôle, c'est intelligent. C'est une façon détournée de parler du monde, de ses folies, de ses peurs, de ses hiérarchies. Un peu comme si Monty Python avait eu une résidence artistique dans un scriptorium médiéval. Alors, la prochaine fois que vous tomberez sur une vieille enluminure médiévale, ne vous contentez pas de regarder le texte. Jetez un œil à la marge. Il se pourrait bien qu'un lapin vous y défie en duel.